Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on est à 500 mètres de profondeur pour découvrir le laboratoire souterrain de l'Andra à Bure. C'est ici que les scientifiques recherchent depuis 20 ans la meilleure technique pour stocker les déchets radioactifs les plus dangereux en France. Allez, c'est parti! La visite commence ici par l'entrée donc dans le puits qui va nous permettre de descendre dans les galeries. Je vous présente avant, vous êtes Sarah De Wonk, chef du département de laboratoire souterrain de l'Andra. Merci de nous accueillir en tout cas. Je vous en prie, avec plaisir. Et donc, on passe d'abord le portique de sécurité. Ok, là je peux biper, c'est bon? Oui. Ok. Là. Hop. Ok, c'est bon, c'est fait. Jules, restez, Jules. Ok. Ah, c'est pas immense. Donc là, la descente, elle va durer 5 minutes. combien de temps? 5 minutes? Oui. Ok. Et on descend exactement à quelle profondeur? On va descendre à 490 mètres, Ok. qui est le niveau principal du laboratoire souterrain. Ok. Et on a notre vitesse de 2 mètres par seconde qui va ralentir quand on va arriver à une profondeur de 445 mètres. Parce que là, on a un premier niveau de galerie qui correspond en haut de la couche de l'argilite du calobauxoirien, qui est la couche qu'on étudie ici. Ok. Un stockage de déchets radioactifs à 500 mètres sur terre. Très bien. Donc, on se retrouve après les 5 minutes de descente dans le laboratoire souterrain. Donc là, on est dans le laboratoire souterrain. Voilà, à 490 mètres Ok. de profondeur. Donc, vous avez ici l'ascenseur de 14 places par lequel nous sommes descendus. Ok. Et juste à droite, derrière le rideau métallique, vous avez ce qu'on appelle la cage à matériel, dont la surface est représentée par ce qui est peint en jaune au sol. Donc, vous voyez Ok. quelque chose d'assez exigu. Et l'ensemble du matériel qui descend dans le laboratoire descend par là. Et les déblais d'excavation, donc quand on pose les galeries, il y a des déblais de roche, et ces déblais remontent également par le même endroit, jusqu'en surface. Et ces déblais de roche sont stockés sur le site, sur un endroit qu'on appelle la verse. Et quand on sera amené à refermer le laboratoire, on le fera avec les matériaux d'origine. C'est la raison pour laquelle on conserve ces matériaux sur le site. Avant de commencer la visite plus en profondeur, donc des 2 km de galerie, on voit un peu le plan ici. Vous avez creusé 2 km de galerie. On précise, on rappelle ici que c'est un laboratoire. Il n'y a pas de déchets nucléaires qui sont stockés ici. Il n'y en aura jamais. Mais quelle est la vocation du laboratoire actuel? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots à quoi il sert? Donc le laboratoire, sa construction a démarré en 2000. Donc depuis le démarrage de la construction, c'est déjà une expérimentation en soi qui nous apporte des données. En effet, on a, avec des géologues, pu étudier l'ensemble des terrains traversés de la surface jusqu'à 490 mètres de profondeur. Donc on sait exactement l'épaisseur de chaque couche. Si on a des venues d'eau, on a pu faire des forages depuis le puits et dévier pour collecter cette eau, l'analyser. Donc on a vraiment une coupe très précise de 0 jusqu'à quasiment 500 mètres de profondeur qui nous servira pour la construction des puits de CIGEO, le centre de stockage industriel géologique profond. Et ensuite, les premières galeries du laboratoire, donc qui étaient au plus proche des... Là, vous avez le puits principal par lequel nous sommes arrivés, qui est le puits d'entrée d'air. L'air se divise en deux ici et remonte par le puits auxiliaire ici. Donc, sur les premières galeries qui ont été faites, nous avons mené des expérimentations scientifiques, notamment ici,
qui ont permis sur les premières années de caractériser la roche pour savoir si cette roche avait les bonnes propriétés pour recevoir des déchets hautement radioactifs comme ceux qui sont prévus dans CIGEO. Et les années passant, les objectifs sont maintenant qu'on a bien caractérisé la roche, de construire ce qu'on appelle des démonstrateurs, donc des ouvrages qui sont les plus proches possibles de ceux de CIGEO pour démontrer qu'on est capable de les construire. Et avec quelle technologie? Quand il y en a plusieurs de possibles, donc on a testé différentes techniques de creusement, on le verra plus en détail dans la suite de la visite. On teste aussi différents types de soutènement, revêtement, donc quand on creuse cette roche, on a besoin de la soutenir car elle se maintient pas toute seule, c'est une roche sédimentaire, donc c'est logique de la soutenir. C'est de l'argile, hein, c'est ça? C'est de l'argile, exactement. Okay. Et donc on a besoin d'avoir, comme ce qu'on voit là, des bétons, des cintres mécaniques pour soutenir cette roche. Donc on a testé aussi différents types de soutènement et pour comprendre d'autant plus comment cette roche réagit, comment ces soutènements, revêtements se chargent, puisque on a le poids des terrains verticalement, plus la poussée des algues qui applique aussi des contraintes horizontales. On met des capteurs dans la roche, dans les soutènements, revêtements, et on enregistre les déformations mécaniques, et ça nous permet de savoir quelle épaisseur de béton on doit mettre, quel type de béton avec quelle résistance mécanique. Donc aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des essais technologiques, des démonstrateurs, qui nous permettent de bien donner un retour d'expérience pour la construction de CIGEO d'une part, et d'autre part, de fournir des données via ces capteurs pour asseoir nos dossiers qui sont étudiés par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et nous donner les feux verts pour pouvoir progresser dans le projet industriel. On a choisi d'avoir des puits drainants, c'est-à-dire que quand on va traverser des terrains où on a de l'eau qui circule, donc c'est pas dans la couche d'argile où nous sommes, ce sont des terrains qui sont au-dessus, on a choisi donc de faire des drains pour collecter cette eau. Donc du coup, on a des débitmètres qui permettent de savoir quelle quantité d'eau on récolte sur chacun des deux puits. Cette eau arrive ici et est remontée en surface par l'intermédiaire d'une de ces pompes. Donc il y en a deux pour des questions de redondance. Et ce qu'il est important de noter, c'est que dans cette couche calcaire qui est au-dessus de l'argile, on collecte en moyenne 10 litres par minute d'eau pour les deux puits cumulés. Donc ce qui est très très faible pour un horizon calcaire producteur d'eau. Donc ça aussi, c'est un avantage par rapport au projet industriel CIGEO d'avoir au-dessus de la couche d'argile une couche calcaire qui contient surtout très peu d'eau dès qu'on est sous couverture. Il n'y a pas d'eau qui s'infiltre dans la couche argileuse dans laquelle on est. C'est de l'eau qui vient des couches au-dessus, c'est ça, et que vous remontez à la surface. Alors, exactement. Quand on traverse donc les différentes couches géologiques pour arriver dans le laboratoire de 490 mètres, on va traverser un horizon calcaire qu'on appelle des calcaires de l'Oxfordien. Et ces calcaires ont la propriété d'avoir des corps, donc des petits trous qui sont connectés, dans laquelle l'eau qui provient des zones de recharge en surface peut circuler. Et dans cette formation-là, du fait qu'on a fait des drains au niveau des puits, on peut collecter de l'eau. Donc de l'eau depuis les aires de recharge. En revanche, dans la couche d'argile, c'est une roche qui est très peu perméable. Elle est constituée de grains minuscules, très fins, micrométriques, qui sont vraiment collés les uns à côté des autres. Donc l'eau ne peut pas circuler ou très difficilement dans ces milieux-là. Donc cette roche contient de l'eau, mais elle fait partie de la structure intrinsèque de la roche. Mais il y a très très peu d'eau qui circule entre ces grains. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette roche pour un stockage géologique profond. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans l'environnement où on est, c'est très sec, l'air que vous respirez est très sec, c'est plutôt poussiéreux comme environnement, puisqu'on a de la poussière très fine de roche d'argile quand on la creuse, mais il n'y a pas de trace d'humidité, il n'y a pas de trace d'eau. Vous voyez au niveau des radiers, des sols, tout est parfaitement sec.
Ce qui est différent quand vous allez visiter une installation, par exemple dans un environnement granitique, comme c'est le cas des pays nordiques, comme la Finlande, la Suède, où là, quand vous êtes dans les laboratoires, vous voyez des eaux qui s'écoulent le long des radiers. Mais c'est un concept différent d'une autre. Nous, c'est vraiment l'argile qui assure sur le très long terme la sûreté passive du stockage. Un des questionnements des détracteurs du projet CIGEO, c'est le risque d'inondation, parmi d'autres risques, du fait de la nature de la roche. Il est estimé à faible, très faible, insignifiant ce risque. Alors, le fait d'être à 500 mètres de profondeur permet d'éviter ces problèmes d'inondation, puisque au niveau des puits, nous avons des chevalements qui protègent l'entrée. Donc, il n'y a pas de raison, comme dans un immeuble, quand vous êtes chez vous, il n'y a pas de raison que l'eau percole, sauf s'il faut percer. Sinon, il n'y a pas de raison. Et à la fin de la période d'exploitation du stockage, qui peut être long, plus de 100 ans, ce stockage sera refermé. Et toute l'importance qu'il soit refermé, c'est justement pour éviter que de l'eau s'infiltre jusqu'à 500 mètres de profondeur. Okay. Donc, une fois la phase d'exploitation terminée, toutes les installations de logistique sont retirées, les galeries sont remblayées, à certains endroits stratégiques, on fait aussi des scellements, donc on va, pour simplifier, des bouchons plus hermétiques qui empêchent ces venues d'eau, notamment entre les galeries horizontales et les puits verticaux, et la descendue du stockage, pour vraiment avoir quelque chose qui soit complètement isolé de tout impact atmosphérique. Donc ici, on se trouve dans une galerie qui est plus entre guillemets scientifique, dans le sens où elle correspond à la première phase du laboratoire, celle où on a caractérisé la roche. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, derrière ce grillage, cette roche, donc la fameuse argile du Callovo oxfordien. On en voit mieux ici, là, oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça vous semble fracturé ici, ça, c'est dû aux travaux de creusement de cette galerie. On a fait, via des investigations, par des campagnes de sismique, par des forages profonds, où on a extrait des carottes de roche, on a pu vérifier que cette roche est très uniforme. Elle s'est déposée dans un bassin sédimentaire, donc ça veut dire dans des conditions très calmes. Un bassin sédimentaire, ça veut dire que, il faut l'imaginer, il y a 160 millions d'années, il y avait la mer ici, et donc la mer a apporté des sédiments qui, avec le temps, se sont compactés et avec d'autres sédiments par-dessus se retrouvent aujourd'hui à 500 mètres de profondeur. Et donc c'est assez dense, c'est une roche, c'est assez lourd le morceau, donc voilà. C'est compact quand même malgré tout. Et donc c'est pas l'argile du potier, il existe différentes sortes d'argile. Là, c'est ce qu'on appelle une argile indurée compactée. Alors, vous pouvez regarder si vous zoomez que la structure est très très fine, on voit pas à l'œil les grains. Leur taille, c'est la taille du micromètre, hein, donc c'est extrêmement fin. Donc ça veut dire que les grains sont vraiment collés les uns aux autres, qu'il n'y a pas de trou entre et que la porosité est très très faible. Et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi ce site, parce que ça veut dire que les déchets radioactifs, s'ils se retrouvent au contact de cette roche, vont migrer beaucoup plus difficilement que dans une autre roche sédimentaire telle un calcaire, où là, on va avoir beaucoup plus de trous entre les grains de roche. Donc ça, c'est une des premières propriétés pour laquelle l'argile est importante. Donc ça s'est déposé dans un bassin calme avec pas de sismicité. On a des failles qui nous entourent, mais à cet endroit précis, il n'y en a pas. Une perméabilité très faible. Une autre aussi composante, c'est ce qu'on voit ici sur ce panneau où sont représentées schématiquement la structure d'une argile. Et on voit que dans sa porosité, qui est très très faible, des éléments qu'on appelle les anions, donc par exemple de l'iode ou du chlore, d'éléments radioactifs, migreraient, mais dans un espace qui est encore très très limité, du fait que l'argile, elle est composée de feuillets, et ces feuillets sont chargés positivement.
Donc, négativement, pardon. Donc, on va avoir une répulsion et un canal de circulation qui va être réduit. Et l'autre point important de ces argiles, c'est que du fait de leur structure, on peut avoir des échanges de cations. Donc ça veut dire que des déchets comme du sodium radioactif, du césium, vont eux se retrouver piégés dans la structure de la roche. Donc ça veut dire que les éléments radioactifs, s'ils migrent, vont migrer très lentement, et pour certains, les cations vont se retrouver même piégés dans la structure de la roche. Donc, ce qui fait que c'est un matériau qui est vraiment complètement adapté à recevoir des déchets radioactifs. Et donc, ici, vous avez la preuve qu'il y avait bien la mer il y a 160 millions d'années quand ces sédiments étaient en surface, puisque vous pouvez voir le squelette d'une ammonite sur cet échantillon de roche. Donc là, on se trouve dans la seule zone où il y a un tout petit peu de radioactivité dans le laboratoire souterrain, c'est ça? Alors, de la radioactivité apportée par l'homme, oui. Puisque naturellement, toute roche contient des éléments radioactifs, mais à des quantités extrêmement faibles. Et ici, pour les besoins d'une expérimentation, nous avons apporté des éléments radioactifs, mais en quantité trace, donc encore une fois, des quantités très très faibles. Et c'est pour illustrer le propos que je vous montrais sur le poster tout à l'heure, sur le fait que les éléments radioactifs, quand ils sont au contact de la roche, ils peuvent bouger, mais très très lentement. Donc, par exemple, dans cet espace, vous voyez au niveau des tubes bleus sur votre gauche, on a injecté dans un forage des éléments radioactifs et on va voir comment ils migrent dans la roche, ce qu'on appelle des essais de diffusion. Puisque dans un milieu très perméable, le mécanisme de transport des éléments radioactifs, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Alors, une image très simple, quand vous faites du thé, vous avez votre tasse avec de l'eau, vous mettez le sachet de thé, l'eau bouge pas, mais l'eau se colore en thé, puisque dans le petit sachet, la concentration en thé est très forte, et la nature ayant horreur des déséquilibres, on va avoir une concentration homogène en thé après quelques minutes, donc c'est ça ce principe de diffusion. L'eau ne bouge pas, mais on passe d'un milieu très concentré vers un milieu moins concentré. On est sur quelle échelle de temps pour la diffusion? Exactement, vous avez raison de me poser la question. Donc ces essais servent à déterminer les temps de transfert. Donc la couche d'argilite du calovo-oxfordien, en moyenne, elle fait 140 mètres d'épaisseur. Là, je vous ai dit, on est à peu près au milieu de la couche, donc ça veut dire que les éléments radioactifs auraient 70 mètres à faire aussi bien au-dessus qu'en dessous des galeries. Et pour parcourir ces 70 mètres de roches très peu perméables, les éléments radioactifs les plus mobiles mettraient 300 000 ans. Ah oui. Et après, il leur faut encore tout le temps de remonter jusqu'en surface. Et là, il faut quasiment le même temps. Donc, on est sur des échelles de temps de 500-600 000 ans avant que le premier petit élément d'iode, par exemple, puisse remonter jusqu'en surface. Okay. Et ça nous permet de calculer la dose qu'un être humain qui serait en surface au bout de ces 500 000 ans pourrait recevoir du fait de la remontée de ces éléments en surface. Et la dose est extrêmement faible, elle est bien en deçà de la radioactivité naturelle. Je disais tout à l'heure, la roche contient naturellement un peu d'uranium et d'éléments comme ça. Et parce qu'entre-temps, les éléments, ils auront connu une décroissance, c'est ça en fait? Exactement, c'est ça le principe. Chaque élément radioactif est caractérisé par une période, une durée de vie, qui est très variable en fonction des éléments. Pour certains, ça va être quelques minutes, quelques jours. Et à l'inverse, pour des éléments comme par exemple l'uranium, on peut avoir des périodes qui sont bien au-delà de la centaine de milliers d'années. Donc, le temps permet cette décroissance radioactive et c'est ce qui nous permet de faire ces calculs et de connaître l'impact sur l'homme de la migration de ces éléments radioactifs. Donc dans cette galerie, on voit au sol de cette galerie différentes plaques et dans ces plaques, il y a une expérimentation de matériaux qui pourraient composer les colis de déchets radioactifs, c'est ça? Oui, en fait, on fait dans ces forages qui sont protégés par ces plaques métalliques des essais d'interaction entre la roche d'une part
et des matériaux. Et ces matériaux, ça peut être du verre, puisque certains déchets sont mis dans une matrice de fer, pour les déchets de haute activité vie longue, les déchets vitrifiés qui sont faits à l'usine de La Hague. On peut également avoir des interactions entre l'argile toujours et du béton, puisque vous voyez, les galeries sont soutenues par des matériaux à base de matériaux cimentaires. Et enfin, on a aussi des surconteneurs de colis qui sont en acier. Donc, on fait aussi des interactions entre l'argile et ces aciers. Et on voit que ces enveloppes, avec le temps, s'altèrent, se corrodent. Et tout l'intérêt ici, c'est de mesurer à quelle vitesse, en milieu in situ, elles se corrodent et de vérifier les résultats qu'on a déjà fait par ailleurs dans des laboratoires en surface sur des échantillons centimétriques. Donc là, on travaille à une échelle qui est un peu plus large et vraiment dans les conditions in situ. Donc s'il y a un biais analytique sur des échantillons, là, on a des résultats qui ne souffrent pas de ces biais analytiques. Donc là, concrètement, si on soulève une plaque, là, on peut pas le faire, mais on a un petit puits. On a des forages qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres Okay. de profondeur pour vraiment bien s'écarter des conditions qui sont impactées par le creusement des galeries. Donc de retrouver une roche qui n'a pas des fissurations dues aux travaux de creusement, vraiment de la roche saine. Et c'est dans cette roche saine non désaturée par la ventilation où on fait ces essais pour qu'ils soient le plus représentatifs possible. Donc ce sont des forages qui font à peu près une dizaine de centimètres de diamètre sur entre, on va dire, 10 et 20 mètres au maximum de profondeur. Et on réalise ces essais-là sur des périodes de temps de plusieurs années pour voir les évolutions à jeune âge, où là on peut avoir des vitesses d'altération qui peuvent être 10 fois supérieures à ce qu'elles seront dans des temps plus longs, parce que entre-temps, par exemple pour le verre, il y a un gel qui va se former à la surface du verre et qui va limiter cette vitesse d'altération. Et pour l'acier, on va avoir une couche de produit de corrosion qui va se former et qui va encore une fois ralentir les vitesses ensuite de corrosion de l'acier. Donc c'est tous ces processus-là qu'on vérifie in situ dans cette galerie. Donc là, on arrive sur une galerie qui est en cours de percement, c'est ça? Sur la galerie, alors son petit nom c'est la galerie GHA. Ok. G comme galerie et HA parce que ça va être le lieu où on va faire des essais de démonstrateurs de prototypes d'alvéoles HA. Donc les déchets vitrifiés. Et donc vous voyez ici, donc on est sur un fond de creusement. Alors c'est actuellement quelque chose qu'on est en train de réaliser sur un diamètre d'une dizaine de mètres sur cette longueur qui va être d'environ 40 mètres. Est-ce qu'on peut s'avancer plus ou? On peut s'avancer Oui. jusqu'au devant de la machine. Alors attention, le sol C'est la roche, hein. de roche. Ok. Exactement, là vous avez la roche à nu. Voilà, alors bonjour. Bonjour. Donc on va s'arrêter là pour des raisons de sécurité. Donc le fond de creusement est juste devant nos yeux. Ce que vous voyez dépasser du fond, c'est ce qu'on appelle des boulons. Donc, ce sont des boulons en fibre de verre qui ont la particularité de maintenir le front et de sécuriser le travail quand les opérateurs vont démarrer la prochaine phase de creusement. Donc on fait des creusements qui sont de l'ordre de 80 cm. On s'arrête. Et on vient mettre en place ce qu'on appelle le soutènement qui permet de maintenir cette roche sédimentaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un milieu sédimentaire, ça reste une roche qui est facile à creuser et qui, si on creuse une galerie parfaitement circulaire, on va voir qu'en fonction de la direction de creusement, elle va s'ovaliser dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Alors bien sûr, j'exagère, mais c'est pour vous indiquer le principe. Et donc ce soutènement permet, en fonction de ses caractéristiques, il peut être souple, donc on laisse la roche bouger, converger, ou on peut mettre un soutènement en revêtement qui soit rigide, donc là où on bloque les convergences, on ne veut pas du tout que ça bouge. Donc là, on est plutôt parti sur un soutènement souple. Donc vous voyez ces parties métalliques qu'on appelle les cintres. Elles sont, l'un cintre est composé de plusieurs morceaux,
qui permet de glisser l'un sur l'autre. C'est ce que vous voyez juste ici, où vous voyez la fin de la première partie de la voûte et la deuxième. Donc on laisse la roche bouger, on met des capteurs qui nous permettent de définir cette convergence. Excepté sur le fond et les boulons dont j'ai déjà parlé, vous voyez du béton projeté. Donc ça aussi, c'est une sécurisation du fond qui est mise en place. Si vous regardez à la base, vous voyez aussi des fibres. Donc c'est du béton fibré qui est projeté. Et latéralement, outre les cintres, on met également des boulons, mais cette fois-ci, ce sont des boulons métalliques. Si vous voulez, les boulons, ça va avoir la même fonction de colonne vertébrale. Non, je vous ai dit tout à l'heure, quand on va creuser la roche, on va la perturber, on va créer de la fissuration. Si on creuse une galerie qui fait 10 mètres, on va avoir 10 mètres de zone endommagée. Et dans cette zone endommagée, il va y avoir au plus proche une zone où les fissures vont être connectées. Donc c'est sur cette zone-là où on agit en mettant ces boulons. Et comme la roche bouge converge, elle va se refermer autour des boulons. D'où cet aspect de colonne vertébrale, de tenue et de sécurisation des galeries. Ok. Donc comme sur les côtés, on va pas creuser, ces boulons sont métalliques. Comme à fond, dès qu'on a mis en place le soutènement, on va continuer de creuser. C'est pour ça qu'ils sont en fibre de verre, parce qu'ils seront plus facilement recreusables derrière. Ok, parfait. Et là, donc, vous avez une équipe qui est en train de positionner là où doivent être mis les boulons. Il y a des plans de boulonnage très précis qui doivent être respectés pour avoir quelque chose qui soit uniforme et que la sécurité soit au maximum sur ce projet. Donc ici, nous rentrons dans une galerie qui est différente de la précédente, dans le sens où elle était creusée avec une autre technique. Précédemment, on a vu une technique traditionnelle où on creusait 80 cm, on s'arrêtait, on mettait en place le soutènement. Ici, on a creusé avec un tunnelier à taille ponctuelle. Donc, la tête du tunnelier creusait la galerie et à l'arrière de la machine, du fait de la présence d'un bouclier, les opérateurs peuvent venir travailler et mettre en place des voussoirs. Donc, les voussoirs, ce sont ces éléments en béton préfabriqués que vous pouvez voir ici. Et c'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans le tunnel sous la Manche ou d'autres tunnels sous les Alpes. Ce sont des choses très classiques en termes de construction de génie civil. Et ça, ce sont vraiment des galeries qui ressembleront à ce qu'on aura dans CIGEO. La descendrie de CIGEO sera creusée avec un tunnelier. Des premières boucles dans lesquelles, à partir desquelles seront faites les alvéoles pour gérer les déchets de moyenne activité vivants, seront aussi faites avec un tunnelier. Donc on est dans un diamètre plus réduit ici par rapport à CIGEO, mais le principe de creusement et la mise en place de voussoirs est exactement le même. On aura quelle section de tunnel là sur CIGEO? Alors sur CIGEO, on est plutôt aux alentours de 10-12 mètres de diamètre. Ici, on est sur un peu plus de 5 mètres, donc x2. Après, on a d'autres endroits dans le laboratoire où on a, par technique traditionnelle, creusé des ouvrages qui peuvent atteindre les 10 mètres. Vous avez derrière vous un carrefour qui a été creusé en 2 fois, donc la partie supérieure puis la partie inférieure. Pour des raisons logistiques, on n'avait pas les engins pour creuser en une seule fois, mais on voit qu'avec du temps, on arrive à s'approcher des ouvrages et de l'échelle de CIGEO. Donc là, on arrive dans une galerie qui sera à la dimension des galeries de CIGEO. Exactement. Pour le stockage des déchets de moyenne activité à Villongue. C'est ça. Okay. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle un prototype, donc un démonstrateur d'alvéoles pour le stockage des colis de moyenne activité à Villongue. Donc en gros, ce sont les coques et embouts qui ont contenu le combustible usé, où on a retiré le combustible usé, on a coupé ces coques et embouts, on les a compactés, on les a mis dans un fût en inox, et après ce fût en inox, il est mis dans un surconteneur, une deuxième enveloppe qui a la forme d'un cube en béton. Et donc ce sont ces cubes en béton qui seraient stockés dans des ouvrages comme ça, où on aurait 2 à 3 cubes sur un premier niveau et une deuxième rangée au-dessus. Donc là, vous voyez, sur ce prototype, on n'en est pas encore là. La galerie a été creusée en 2 fois, puisque sur ce diamètre de 10 mètres, on n'a pas les engins qui permettent de le faire en une seule fois.
Donc sur 80 mètres, à l'échelle du laboratoire, on a mis une année à creuser cette galerie. Alors, il y a eu des temps d'arrêt pour l'instrumentation qui ont été mis en place. Vous voyez avec tous les câblages de part et d'autre que c'est fortement instrumenté. Ensuite, on a mis également quasiment une année à creuser la partie inférieure. Après, on a eu toute une phase d'observation et d'acquisition des données qui nous permettent de voir comment la roche converge au cours du temps. Et là, nous entrons dans une deuxième phase qui est celle de la mise en place d'un matériau compressible. Donc, si vous voyez au niveau de l'engin rouge, sur la partie inférieure à droite, vous voyez des plaques noires. Donc ça, c'est un matériau compressible qui va avoir la particularité d'absorber une partie de la convergence du terrain et d'optimiser notre soutènement-revêtement d'un point de vue technico-économique. Et donc ça, on va le faire sur 40 mètres de la galerie. On le mettra pas sur les autres 40 mètres pour pouvoir comparer. Et la troisième phase consistera à aller couler un revêtement en place. Donc là, c'est vraiment le concept, et d'observer ce qui se passe dans les différentes couches de la roche, sur le soutènement, sur le revêtement, et d'observer sur des temps longs comment tout ça évolue au cours du temps. Et pour avoir un retour d'expérience pour Cigéo, bien évidemment. Ok. Donc là, vous voyez, on est dans une installation de chantier encore. Il n'y a pas... tous les dispositifs de sécurité sont mis, mais ils ne sont pas mis de façon définitive. Les réseaux électriques, c'est pareil. Pour l'instant, tout est encore en mode provisoire. Vous voyez, le radier non plus n'est pas coupé, puisqu'on est encore en pleine phase de mise en place du démonstrateur. Et justement, en termes de timing, là, quand est-ce que le laboratoire souterrain aura terminé toutes ses expérimentations et sera prêt, voilà, à donner le relais à Cigéo? Alors, le programme qui est déjà lancé aujourd'hui, avec notamment, on l'a vu tout à l'heure, on est passé dans des galeries qui vont pouvoir recevoir des essais de fermeture des ouvrages, ce qu'on appelle aussi des essais de scellement, puisque le stockage a vocation à être fermé à terme. Donc là, on aura fait tout ce qui est nécessaire de démontrer vis-à-vis de l'autorité de sûreté nucléaire. Néanmoins, aujourd'hui, les essais qu'on lance comme ceci nous permettent de réduire les marges, d'avoir le quatrième, voire le cinquième chiffre derrière la virgule sur les données acquises. Donc, si vous voulez, c'est vraiment d'acquérir une finesse sur nos connaissances et également de tester différents types de matériaux, de techniques, donc chose qu'on n'aura pas à faire après dans le stockage. Donc c'est un gain de temps de préparer ça dans le laboratoire in situ, dans le terrain réel, à échelle réelle aujourd'hui. Et donc on prévoit même là à partir de 2027, mi-2027, de démarrer un nouveau chantier de creusement. Et dans ce cadre de ce nouveau chantier de creusement, on va réaliser des ouvrages avec des creusements en grand diamètre et à pleine échelle. Donc on fait encore un pas de plus vers la réalité du chantier de Cigéo. Et donc ça sera toujours du temps de gagner par après. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que le laboratoire a une autorisation d'exploiter jusqu'en 2030. Néanmoins, on se prépare à demander une prolongation de cette autorisation d'exploitation, chose qu'on a déjà redemandé par le passé, pour justement acquérir sur les temps les plus longs possibles les données que l'on va avoir, par exemple, sur les essais de scellement. Puisque on sait que ces essais de scellement, la resaturation d'un scellement, du fait que l'eau circule très lentement, prendra énormément de temps. Donc même si on peut faire des essais avec des resaturations naturelles et les compléter avec des resaturations artificielles, donc qui vont plus vite, néanmoins, ça prend du temps. On a un essai qui est en cours et en cours de resaturation depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et on va seulement arriver au 100% de saturation et de pouvoir lancer les vrais tests qui nous intéressent, c'est-à-dire de performance hydraulique de ces scènes. Donc ce sont vraiment des expérimentations qu'on met sur les temps longs.
Donc même si on ne met pas en place de nouvelles expérimentations, le fait d'acquérir des données sur le très long terme est un atout majeur pour CIGEO. Je trouve ici dans la galerie où est expérimenté le stockage des colis de haute activité à vie longue, donc les déchets radioactifs les plus dangereux, c'est ça? Exactement. Alors, on parle toujours de colis factices et pas de vrais colis, on est bien d'accord. On en a un ici, on peut aller le voir d'ailleurs. Exactement. Donc là, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un surconteneur de colis pour les déchets vitrifiés, dit HA, pour haute activité. Donc, à l'intérieur de plusieurs centimètres d'acier, on a un fût en inox qui contient les déchets d'haute activité mis dans une matrice de verre. Et donc, c'est ce surconteneur qu'on va introduire dans un prototype d'alvéole, comme vous pouvez en voir un ici. Donc, c'est un microtunnel qui fait un peu moins d'1 mètre de diamètre. La longueur de ces alvéoles est 80 mètres dans un premier temps et jusqu'à 150 mètres. D'ailleurs, dans le laboratoire, on a une trentaine de prototypes d'alvéoles HA qui ont été réalisés depuis plus de 15 ans. Et effectivement, on en a un qui a atteint la longueur de 150 mètres. Comme il est prévu dans l'architecture du stockage d'avoir des alvéoles parallèles les unes aux autres, il faut que le creusement respecte une trajectoire quasi parfaite. C'est pour ça qu'on arrive sur 150 mètres à tomber dans une cible qui représente une pièce de 2 €. Donc on respecte une trajectoire qui est excellente. On vient mettre ensuite ce tubage qui vient chemiser les parois du trou. Comme pour les galeries, on a une roche quand on la creuse qu'on va perturber, donc il faut maintenir les parois de la roche. Donc c'est fait par l'intermédiaire de ce tubage. Et donc il y aurait un robot pousseur ou une chaîne pousseuse qui viendrait introduire ces surconteneurs les uns derrière les autres dans ces alvéoles HA dans le projet CIGEO. Donc dans CIGEO, ce sera uniquement des robots qui interviendront sur ces colis. Là, s'il était rempli de déchets à haute activité, on serait déjà mort. Enfin, on mourrait dans peu de temps, non? Oui, on serait pas mal. Donc, pas très bien, pardon. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces colis dits HA de haute activité, ce sont les colis en volume qui sont les moins nombreux sur le total des déchets radioactifs que l'ANDRA doit gérer. Là, on est sur moins d'1%. Mais en revanche, en termes d'activité, de nocivité, ce sont ces colis-là, enfin les vrais, qui dégagent le plus de radiation et qui sont les plus dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle le stockage industriel est prévu d'être à 500 mètres de profondeur par rapport à la nocivité de ces déchets, par rapport à leur durée de vie. On a parlé tout à l'heure de plusieurs centaines de milliers d'années. Et ces colis-là, du fait du dégagement de chaleur, ne peuvent pas être concentrés comme les déchets de moyenne activité vie longue qui dégagent nettement moins de chaleur. C'est pour ça qu'on a deux prototypes complètement différents d'alvéoles de stockage. Donc d'un côté, ceux-ci, donc plutôt sur des micro-tunnels assez petits avec des colis insérés les uns derrière les autres, et de l'autre côté, les galeries de grand diamètre de 10 mètres, où là, on peut mettre des colis de façon beaucoup plus serrée. Pour vous représenter ça, sur les colis de moyenne activité vie longue, le volume à stocker à échéance, donc pour tout l'inventaire prévu dans CIGEO, on est à 73 000 m3, alors que pour ces déchets-là, on est à 10 000 m3. Néanmoins, si vous regardez l'empreinte en surface des ouvrages prototype HA ou prototype MAVL, on est sur une zone beaucoup plus étendue pour les colis HA, du fait qu'ils dégagent de la chaleur et que ces alvéoles doivent être espacées de plusieurs dizaines de mètres chacune. Quand on parle de chaleur, on est sur quelle température ?
Alors, on ne parle pas trop de température parce qu'on parle plutôt en watts, la puissance calorifique dégagée. Néanmoins, ce que l'on souhaite dans le stockage, c'est ne pas dépasser les 90 degrés pour ne pas perturber l'argile. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a très peu d'eau qui circule dans l'argile, mais il y a de l'eau qui fait partie de la structure. Donc, pour ne pas déstabiliser la structure de l'argile, il ne faut pas dépasser les 100 degrés, donc de passer en phase, de la phase liquide à la phase vapeur. Et surtout, on prend une marge de sécurité de 10 degrés. Donc, le design, l'architecture de CIGEO a été réalisée en intégrant le fait que les alvéoles devaient être remplis avec des colis qui ne devaient pas avoir un impact de plus de 90 degrés. CIGEO, il est potentiellement exposé à des risques. Vous les avez listés. Quels sont-ils ? Oui, tout à fait. On a une direction qui est chargée d'étudier ça et dont le métier, c'est d'imaginer le pire, tout ce qui pourrait arriver, même si la probabilité est très faible. En tout cas, c'est de rien oublier et de lister tout. Donc, on a des listes qui sont vraiment très, très longues. Donc, ça peut aller de l'incendie, ça peut aller de la chute d'un colis, ça peut aller à la perte de l'électricité, etc. Donc, tous ces cas de figure sont étudiés avec différents types de scénarios plus ou moins dégradés, avec même des complications qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. Et donc, dans nos dossiers, soit on prouve qu'on a réussi à éliminer le risque. Donc, si on prend par exemple le dégagement d'hydrogène par les colis de moyenne activité vie longue, où on pourrait atteindre un seuil d'explosivité quand il y a un certain mélange entre l'oxygène et l'hydrogène, pour pallier à ça, on ventile. Donc là, on sait que ce risque-là, on peut l'éliminer. En revanche, il y a d'autres risques, par exemple l'incendie. Là, on sait qu'on ne pourra pas complètement l'éliminer. On pourra mettre des mesures qui viendront limiter le risque. Donc, par exemple, de préférer des engins à moteur électrique plutôt qu'à moteur diesel, des dispositifs de détection plus tôt. Donc, il y a plein de choses qui sont envisagées. Néanmoins, on ne pourra pas complètement éliminer ce risque. Mais notre démonstration doit prouver qu'on limite le risque au minimum du minimum. Si on essaie de retracer la chronologie de l'élément qui va se retrouver donc au fond de ces fûts dans CIGEO, depuis la centrale, le réacteur nucléaire jusqu'ici, quel sera le cheminement chronologique concrètement ? Donc, le combustible, une barre de combustible qui fait fonctionner une centrale nucléaire, il a une durée de vie de 4-5 ans, on va dire. Après, il n'y a plus suffisamment d'uranium enrichi pour que le réacteur fonctionne bien. Donc, EDF va retirer le combustible usé de la centrale. Il va devoir refroidir sur le site d'EDF dans une piscine pendant plusieurs années, voire décennies. Après, il sera envoyé sur le site de La Hague, qui est une usine de retraitement du combustible usé qui est sous la responsabilité d'Orano. Là, en arrivant chez Orano, il va de nouveau attendre en piscine que la chaleur baisse du fait de la décroissance radioactive. Ensuite, les opérateurs d'Orano opéreront l'opération de retraitement du combustible. Donc, c'est là où on va pouvoir fabriquer d'un côté les colis HA vitrifiés, et de l'autre côté, d'avoir les coques et embouts qui vont être compactés. Donc, le contenant d'un côté et le contenu de l'autre. Ensuite, ces verres vitrifiés d'E-coli HA vont être mis toujours sur le site d'Orano dans des puits ventilés pour encore en extraire la chaleur. Et là, ça va rester encore plusieurs dizaines d'années sur le site avant que la puissance calorifique baisse et qu'on puisse les intégrer dans CIGEO quand il sera autorisé. Donc vous voyez que pour CIGEO, on a tout un processus administratif et réglementaire à obtenir avant de pouvoir descendre un premier colis.
donc qui aujourd'hui est dans les plannings situés à l'horizon de 2040. Et donc on va monter après en cadence progressivement. Donc on ne se précipite pas à faire les choses, on veut faire les choses bien, déjà bien faire les travaux, bien démarrer ce qu'on appelle la phase industrielle pilote, où on va pouvoir tester sur le lieu même du stockage, donc il y a 5 km à vol d'oiseau du laboratoire souterrain, que tout se passe comme ce qui a été observé dans le laboratoire souterrain, à faire des premiers démonstrateurs de prototypes achat, de prototypes MAVL, et seulement après ça, de demander une autorisation de mise en service qui nous permettra de descendre le premier colis. Donc vous voyez qu'on est sur des échelles de temps longues et que ça veut dire aussi qu'en amont, que ce soit EDF ou Orano, doivent prévoir les installations d'entreposage. Donc quand on parle d'entreposage, ce sont des installations où on met les colis en attente. Donc c'est une solution sûre mais qui n'est pas définitive de gestion. La gestion définitive, elle est dans un stockage en couche géologique profonde à 500 mètres qui s'appelle aujourd'hui CIGEO. Donc on a ici un autre prototype d'alvéole achat, donc c'est basé sur le même principe que le précédent, sauf qu'on est sur une version encore plus aboutie suite au retour d'expérience des premiers. Donc vous voyez aujourd'hui au niveau de la virole de tête, on est sur une dimension qui a quelques dizaines de centimètres d'un peu plus encombrant que la précédente. Donc ça nous permet d'injecter un matériau cimentaire tout autour du tubage en métal et qui permet de protéger justement davantage le tubage de la ventilation et de la corrosion durant la phase d'exploitation de CIGEO. Donc c'est une précaution supplémentaire qui nous a permis de faire évoluer le concept et on a un peu plus loin encore des choses complémentaires où on a introduit à l'intérieur de l'alvéole des sautes chauffantes qui reproduisent le dégagement de chaleur d'un colis de haute réactivité. Donc artificiellement on peut le reproduire, on n'a pas besoin de mettre de déchets radioactifs à l'intérieur de l'alvéole pour ce faire. Et tout autour, vous voyez, on a des trous dans lesquels on met de l'instrumentation. Donc ça nous permet de voir comment la chaleur se répartit dans la roche environnante et comment elle se dissipe. Donc ça, c'est pour aussi regarder la véracité de nos modélisations que l'on fait sur des temps très longs, où on voit que la chaleur dégagée par les colis va se répartir dans le champ proche autour de l'alvéole, et puis avec le temps, cette chaleur va se dissiper. C'est aussi un processus très lent, comme la migration des éléments radioactifs. La chaleur va se dissiper, mais très lentement. Donc ce sont des choses aussi qu'on mesure directement in situ dans le laboratoire souterrain. La chaleur, elle a quel effet là, sur l'argile ? Donc c'est pour vérifier ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on ne dépasse pas les 90 degrés. Donc on va chauffer à l'intérieur de la roche de sorte que la paroi métallique soit à 100 degrés pour qu'au contact la roche soit à 90, donc le maxi de ce qui serait autorisé dans CIGEO, et de voir la répercussion sur la roche. Donc ce qu'on voit, c'est que la température augmente de quelques degrés, que ça met du temps à augmenter et que ça met aussi du temps à baisser, mais que les températures augmentent vraiment sur quelques dizaines de centimètres autour de l'alvéole, mais pas au-delà, sur uniquement un alvéole. Après, il faut faire des modélisations où on a la complétude de l'ensemble du quartier achat et la multiplication des alvéoles. Et donc ça nous montre bien que le dispositif choisi avec un écartement entre deux alvéoles de plusieurs dizaines de mètres répond bien à la sûreté du stockage sur la phase du pic thermique dégagé par les colis achats. Ici, c'est la zone où vous expérimentez le scellement, c'est ça? Oui, exactement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la fin de la phase d'exploitation, qui dure plus d'une centaine d'années, on doit refermer le stockage pour assurer la sûreté à long terme. Et il y a des endroits spécifiques, notamment aux connexions entre les puits verticaux et les galeries horizontales. On a besoin d'assurer des bouchons qui soient le plus hermétiques possible. Donc, c'est ce qu'on nous on appelle des scellements. Donc, vous avez schématisé
schématisé sur ce poster ce à quoi ça ressemblerait. Donc ça, c'est une image de synthèse hein, où vous avez entre deux massifs d'appui en béton un noyau qui est composé de ce qu'on appelle une argile gonflante, en l'occurrence de la bentonite. C'est le même effet que les litières pour chats, si vous voulez. Cette bentonite, dès qu'elle va se retrouver au contact de l'eau, va gonfler. Elle va appliquer une pression sur les parois de la roche, et ce qui va avoir pour effet de recicatriser la roche qui a été endommagée au moment où on a creusé les galeries. Donc la roche saine, au départ, elle n'a pas de fissure. On la creuse, on l'endommage, on la perturbe. Et ce réseau de fissures, à la fin, on vient le minimiser par cette opération de cicatrisation avec ce scellement. Donc ça veut dire aussi que la perméabilité, donc la facilité avec laquelle l'eau circule dans le champ proche autour des ouvrages, va être abaissée par ces dispositifs de remblai et de scellement. Donc sur la manip qui est juste derrière moi, ce qu'on a fait, c'est dans un tronçon qui fait 5 mètres de long sur 5 mètres de diamètre, on a fabriqué des briques qui sont des parpaings, mais faits avec de la bentonite, donc cette argile gonflante, plus du sable. Et grâce à des disques d'hydratation qui ont été insérés tous les mètres, on resature artificiellement ce scellement pour que ça aille plus vite, parce que dans la vraie vie, ça prend extrêmement longtemps. Là, on est déjà sur 10 années de resaturation et on approche les 99% de resaturation, et on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle des tests de performance hydraulique, donc de voir la perméabilité au gaz de ces scellements. Donc en gros, par rapport au gaz qui pourrait être dégagé dans le stockage, est-ce que ces gaz passent au travers ou est-ce qu'ils restent bloqués derrière? Donc cet essai nous permettra ça. On a 2 autres galeries qui ont été construites cette année et l'année dernière qui nous permettront de tester différents types de scellements avec des massifs d'appui ou sans massifs d'appui, des redans, des choses comme ça. Donc des aspects très, très technologiques. Et l'ensemble de ces essais, comme tous les essais dans le laboratoire, sont instrumentés. On a, vous voyez, plus de 600 capteurs rien que sur cet essai. Et au niveau du laboratoire, on avoisine les 30 000 points d'acquisition en continu. Donc, on ne les voit pas forcément quand on visite, mais il y en a dans tous les coins de la roche, des revêtements, des matériaux. Donc, ce qui fait qu'au quotidien, on acquiert plusieurs millions de données par jour. On avoisine les 3 millions de données par jour. Donc, c'est vraiment un outil scientifique très important, très instrumenté, sur un linéaire de plus de 2,3 km aujourd'hui. Donc c'est vraiment milieu argileux, le laboratoire le plus important et le plus instrumenté qu'on puisse trouver. Donc ce scellement, c'est celui qui sera apposé à l'issue des 100 à 150 ans d'exploitation de CIGEO. Exactement. Donc une fois que le dernier colis est stocké, on va retirer tous les robots et mettre en place, on va retirer les ventilations également, et on va mettre en place des remblais dans les galeries courantes, des scellements, donc des remblais un peu plus renforcés à des points stratégiques du stockage. Et donc ça, effectivement, ça sera fait à la fin de la phase d'opération, d'exploitation, donc au moins un siècle, entre un siècle et 150 ans environ. Et derrière, l'objectif, c'est que plus personne ne puisse plus y toucher pendant plusieurs centaines de milliers d'années potentiellement. Comment on indique aux générations futures, s'il y en a, qu'il ne faut pas toucher à cet endroit éventuellement?
Donc on mène des ateliers avec à la fois des artistes, des groupes de réflexion pour justement savoir quel est le meilleur moyen d'indiquer aux générations futures la présence de stockage, parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour en conserver la mémoire, mais on ne peut pas assurer que cette mémoire, on la perde à un moment donné de notre civilisation. Donc il y a beaucoup d'idées qui sont mises en place et je pense que la solution n'est pas dans un seul support ou un seul moyen, mais de les multiplier. Donc il y a déjà ce qui se fait aujourd'hui, par exemple par rapport aux centrales nucléaires ou déjà au centre de gestion de déchets radioactifs que l'ANDRA opère, où on a sur du papier permanent toutes les archives essentielles des stockages ou des centrales nucléaires qui sont conservées à différents endroits. On a aussi la possibilité de graver des disques de saphir. Donc le disque de saphir, c'est quelque chose dans le temps qui va durer. En revanche, c'est quelque chose de très fragile. Si vous lâchez le disque, il se casse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une solution, mais de multiplier les solutions. Et ce qui est possible également, c'est d'aller mettre au moment de la fermeture des objets, alors soit qui effraient, parce qu'encore une fois, peut-être que l'écriture, on l'aura perdue aussi. Donc il faut peut-être mixer à la fois de l'écriture, des signes, donc sur les puits, mais également en surface. Donc il y a plein de possibilités qui sont à l'étude aujourd'hui et on fait participer la population et les parties prenantes sur ces réflexions-là. Et on est preneur de toutes les bonnes idées, donc n'hésitez pas. Donc on passe aux questions de nos abonnés. Alors la plupart des questions ont déjà été élucidées au cours de ce reportage, mais il y en a une à laquelle on n'a pas répondu, c'est pourquoi on ne fait pas de chauffage urbain avec la chaleur émise par les colis de déchets radioactifs? Alors, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, donc, on a dit tout à l'heure que la température maximale qu'on s'autorise dans le stockage, c'est 90 degrés. Donc, faire de la géothermie à 500 mètres de profondeur à 90 degrés, ça n'a pas un gain vraiment important pour aller chauffer des installations en surface. Il y aurait une déperdition qui serait importante. Donc d'un point de vue économique, ça ne doit pas être si rentable que ça. La deuxième réponse, c'est que le pic thermique des déchets est sur une période finalement assez courte, puisqu'il est principalement dû à des éléments radioactifs, mais qui sont à vie courte. Parce que la subtilité, c'est qu'on les appelle des déchets haute activité vie longue, mais dans les vies longues, il y a un peu de vie courte. Et ces vies courtes apportent beaucoup au dégagement de chaleur. Donc, au final, ça serait sur une fenêtre de tir qui serait très restreinte. Et la troisième raison pour qu'on ne fait pas ça, c'est que ça veut dire qu'on aurait tout un circuit de canalisation avec de l'eau qui circule. Donc en gros, c'est un peu faire des trous dans un gruyère où on s'applique depuis le départ à prendre un site où il n'y ait pas du tout de cavité. On ne reprend pas une ancienne mine, des choses comme ça. On fait vraiment un stockage dédié avec 12 ouvrages dédiés, avec des dimensions dédiées par rapport aux deux catégories de déchets qu'on a à stocker. Donc si on vient surtout le quartier de haute activité qui est le quartier qui va concentrer le plus de radioactivité, mettre des canalisations avec circulation d'eau chaude, d'un point de vue sûreté, c'est quand même un peu antinomique, enfin un peu complètement antinomique. Donc ce sont pour ces raisons-là où c'est pas quelque chose qui est envisageable. Enfin, imaginez après une fuite sur ce réseau d'eau, comment vous intervenez sur 500 mètres de profondeur. On l'a vu sur de nombreuses vidéos. D'ailleurs, dès que vous mettez cette argile au contact de l'eau, elle perd ses propriétés. Ça devient de la boue. Donc on fait tout pour creuser à sec, pour ne pas mettre d'eau dans le stockage, pour préserver les propriétés intrinsèques de l'argile.
Donc d'aller faire circuler des serpentins d'eau sur des centaines et des centaines de mètres et les remonter sur 500 mètres, ça serait vraiment un gros point de faiblesse dans notre dossier. Eh bien, merci beaucoup Sarah Demonc de nous avoir fait découvrir le laboratoire souterrain de l'Andra à Bure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.